Amis de la culture, bonsoir. Je, je sais pas pourquoi je commence comme ça. Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour eh bien une petite vidéo où nous allons parler eh bien du bleu Histoire d'une couleur, livre de Michel Pastoureau, livre qui fait 190 pages. Ouais, exactement. Salut Azat. Bonsoir. Oui, tout à fait. Même moi, mes cheveux, c'est de naissance même. D'ailleurs, voilà. Et puis j'adore les schtroumpfs, enfin tout ce qui est bleu, voilà, ce rêve bleu. Donc, non mais c'est intéressant, hein. Effectivement, les cheveux bleus, pourquoi bleu? Eh ben, on va essayer de le voir. Est-ce que c'est un lien? Donc, Michel Pastoureau, paru en 2000, et au niveau du prix, alors, vous avez deux choses différentes. Vous trouvez le livre à 9 € en poche, et vous trouvez le livre à 40 €, donc au seuil, en format 25 par 25 avec illustration, voilà. Et ce sont, enfin en tout cas pour celui-ci, pour les autres aussi, mais restons-en à celui-ci, c'est l'édition que j'ai. Donc cette édition au seuil dont je vais vous montrer la couverture par après. Donc l'auteur, bien sûr, auteur et contexte comme d'habitude. Alors Michel Pastoureau, il fait partie parmi les historiens français je pense, du paysage familier. En tout cas, c'était le premier de ces livres que je lisais. Et pourtant, même avant la lecture, je savais largement qui il était, ce qu'il faisait, par le biais d'articles, par le biais d'émissions où j'avais déjà pu l'entendre, puisqu'il ne manque pas d'être invité à la sortie de chacun de ses livres ou d'avoir ses articles dans les différents organes de presse. Parce que c'est un bon client, vu le choix de ses sujets consensuels certes, mais aussi, il faut le dire, sujets peu explorés. Et donc, avant lecture, je n'avais pas d'avis sur son travail, puisque je ne l'avais jamais lu, je ne l'avais qu'entendu. Je me suis largement rattrapé depuis, voilà, vous le verrez au fil des présentations que l'on fera. Donc, Michel Pastoureau, qui est-il ? Donc, il est né en 1947, il intègre l'École nationale des chartes en 1968, où il obtient le diplôme d'archiviste paléographe en 1972, après avoir soutenu sa thèse sur un thème qui était alors effectivement déshérence, le bestiaire héraldique au Moyen-Âge. Et il commence d'abord à travailler à la Bibliothèque nationale de France. À partir de 82, il va suivre une carrière d'enseignant-chercheur à l'école pratique des hautes études et puis à l'école du Louvre, coucou Skiros, tout en publiant un certain nombre de livres autour de ces thèmes de prédilection, donc couleur, héraldique, symbolisme, et donc effectivement, oui, tout à fait, pilier de l'histoire des mentalités, tout à fait. De par le fait et de par le choix de ces sujets et de ces différentes études. Alors je mets de côté une grande partie de ces travaux, travaux vastes qui nous conduiraient dans de nombreuses directions, on va recentrer un petit peu. Et donc le livre dont on va parler, Bleu, Histoire d'une couleur, publié comme je l'ai dit en 2000, c'est le premier d'une longue série publiée jusqu'à maintenant dans l'ordre bleu, noir, vert, et bleu, noir, vert, rouge, jaune, blanc, rose. Voilà, bleu, noir, vert, rouge, jaune, blanc, rose. J'arrive à retrouver parce que j'en ai déjà lu un certain nombre. Alors peut-être qu'au rythme où je vais, tout le monde les aura déjà lus, ou je serai mort avant, mais en tout cas on va tenter de les faire. Normalement sur les couleurs ça devrait être 2 vidéos par an, jusqu'à épuisement du thème ou mort de l'auteur, hein, ce qui ne saurait tarder, enfin qui devrait arriver un jour, parce qu'il commence à être âgé. En tout cas, voilà, moi, quitte à commencer ce travail-là de présentation, je préférais commencer par le commencement, et donc commencement par publication. L'ordre chromatique n'ayant pas grand-chose à voir là-dedans, en tout cas pour moi. Donc, quelle est l'idée derrière cette analyse de ce qui semble être une réalité presque intangible, hein, la couleur ? Eh bien, l'idée, c'est que la couleur est une construction culturelle. C'est un phénomène naturel, mais qui est sans vérité universelle. Elle est là, cette couleur, nous aussi, et donc reste à savoir comment la qualifier. Et dès lors, envisager la couleur comme objet historique, cela souffre de plusieurs difficultés.
Tout à fait. Alors tu remarqueras, Azat, que, et tu le découvriras au fil du temps si tu ne les as pas achetés, la couleur de la couverture du livre est à chaque fois en lien avec la couleur dont il parle, et encore plus fort, la couleur est écrite en lettres dessus. Donc c'est quand même assez remarquable comme idée marketing, mais tu remarqueras qu'ils font varier parfois. Alors ils ne font pas varier la couleur, mais ils font varier le graphisme de ces lettres. Donc je trouve ça profondément savant. Ça témoigne quand même d'une équipe au seuil qui sait travailler. Et donc pour en revenir à notre sujet, du point de vue anatomique, eh bien notre œil voit la couleur, surtout la couleur passée, avec bien sûr la patine du temps, quand ce n'est pas du noir et blanc, et du point de vue méthodologique, eh bien le symbole, l'idéologie, mais aussi la chimie ou la technique, eh bien tous les problèmes se croisent, ce qui rend un petit peu l'ordonnancement et la résolution du problème historique de la couleur un petit peu plus difficile. Et enfin, eh bien guette le danger de l'anachronisme. Je cite Pastoureau, c'est la société qui fait la couleur, qui lui donne sa définition et son sens, qui construit ses codes et ses valeurs, qui organise ses pratiques et détermine ses enjeux. Donc ici, pour le bleu, l'idée simple, l'idée directrice qui sera développée, eh bien c'est que le mouvement du bleu dans la société occidentale est un renversement complet des valeurs. Ce ne sera pas le cas pour toutes les couleurs, mais ici, la démonstration chronologique de Pastoureau, elle est simplifiée par cette évolution des mentalités. Donc, si le bleu est horizon, voyons pourquoi et comment. Alors, plonger dans le passé, c'est plonger d'abord dans le lexique, dans la technique, dans le vêtement, dans les codes, dans la place de la couleur dans la vie, mais aussi bien dans ses mutations. La première partie de l'auteur, puisque comme j'ai dit, c'est divisé en chronologie, mais c'est aussi divisé en sous-parties dans cette chronologie-là. Eh bien, la première partie de l'auteur, elle est consacrée des temps originels au XIIe siècle. Donc, présente à l'état naturel, on le voit, eh bien, le bleu n'est pas une couleur du paléolithique ou du néolithique. La triade des couleurs qui s'établit pour longtemps, eh bien, c'est le blanc, le rouge, le noir. D'ailleurs, les trois seuls que je n'ai pas lus pour le moment, d'ailleurs. Ça ne saurait tarder, mais ce sont les trois principales couleurs premières, et non primaires, mais en tout cas premières, et ce sont les couleurs que j'ai pas encore traitées. En tout cas, c'est vrai pour l'Occident, même dans le monde gréco-romain. C'est un petit peu moins vrai ailleurs, où effectivement on peut retrouver d'autres couleurs hors du monde, on va dire, occidental. Mais je l'ai peut-être pas dit, Pastoureau s'occupe du monde occidental. Donc Gued, des Celtes ou indigotiers de l'Orient, qui sont des plantes, eh bien ce sont des produits de teinture, mais qui sont limités dans le monde gréco-romain, soit par leur prix, soit surtout par l'image dépréciée de la couleur qui est associée aux barbares. On pense d'ailleurs à cette époque-là, l'idée c'est que la teinture bleue est minérale et non végétale, ce qui est complètement faux. Et le monde antique européen, civilisé, dirons-nous improprement, j'ai pas d'autre mot qui me vient, mais le monde antique européen l'utilise peu, le monde en tout cas gréco-romain, et son lexique est réduit, très difficile à établir parce que ça regroupe parfois des champs chromatiques qui sont très différents, en tout cas aujourd'hui nous paraissent très différents. En fait, un mot traduit plus une idée qu'un pigment, pour nous en tout cas, à tel point que le débat va avoir lieu au 19e sur la capacité physique des Latins en partie, mais surtout des Grecs, à voir le bleu. Ce qui est sans doute difficile à s'imaginer pour nous, alors qu'il nous paraît évident que la couleur, la couleur, la différence entre il y a une différence entre la couleur perçue et la couleur nommée, ça nous paraît presque normal. Alors bien entendu, ce débat est aujourd'hui tranché, plus personne ne pense que les Grecs n'étaient pas capables de voir le bleu, mais ça a été un vrai débat profond, alors qu'en fait, chez ces deux peuples, c'est surtout, semble-t-il, la marque d'un désintérêt, au point où le mot bleu qui va s'imposer largement, eh bien, il est germanique, hein, le blau de l'allemand, et le mot azur en héraldique, puisque les couleurs ont un nom différent en héraldique, eh bien, le mot azur est un mot arabe. Le bleu est définitivement barbare et passablement excentrique. On connaît alors les guerriers pictes et calédoniens, dans certains cas germains, après la réalité historique de ces peintures corporelles est parfois discutée, mais le monde romain associe, et ça c'est l'idée définitive, le bleu à l'extérieur. Le haut Moyen-Âge va en fait continuer un petit peu
et perpétuer la pauvreté symbolique, mais le bleu va commencer à pénétrer la vie quotidienne et vestimentaire en héritage germanique. Alors il reste absent de la cour, absent de la liturgie, on a ce rouge impérial, on a le blanc christologique, le bleu n'a pas sa place. Quid de la couleur du ciel? C'est-à-dire, il n'y a pas bleu, il n'y a pas de bleu en tant que tel. Je sais pas comment te... Je sais pas quel est le sens de ta question et comment je vais pouvoir y répondre, mais la mer, par exemple, est, tu vois, vineuse. Tu vois ce que je veux dire? On entre dans des questions... tu sais comment définir la couleur? Ça, c'est une question enfantine à laquelle il est quasiment impossible de répondre. Comment définir le bleu? Le bleu, c'est bleu. C'est très dur de savoir. Et effectivement, le grec, si tu prends Homère par exemple, le grec classique, on procède très souvent par analogie. On n'a pas le mot bleu, le ciel n'est pas bleu, enfin voilà, ou par équivalence. Il y a plusieurs mots qui vont définir des choses, mais qui regroupent des champs chromatiques très différents. La mer comme le ciel peuvent avoir la même couleur. Or chez nous, ou le même mot qui la définissent. Or chez nous, on va avoir une différence. Alors on va dire bleu quand on est, comment dirais-je, quand on veut parler un petit peu rapidement. Mais on sait très bien que la couleur du ciel n'est pas celle de la mer le plus souvent, quoi. Donc, et la mer est-elle réellement bleue? Bon, c'est pareil, c'est discutable. Donc je sais pas si tu vois l'idée. Après, Pastoureau le développe pas non plus à mort. C'est pas le pire dans son travail, mais c'est pas hyper développé. Et honnêtement, tu peux regarder les notions de couleur. Je pense qu'il y aura des articles même sur internet, pas forcément Wikipédia. Encore que Wikipédia, ils font ce soit tout à fait consultable. Mais il y a des travaux savants autour de la langue grecque et des notions de couleur. Ils sont très intéressantes. Mais effectivement, la mer va plutôt être, oui, couleur de vin ou couleur de ce genre de choses. Enfin voilà, on va procéder par des analogies. Et le ciel. Ça dépend de l'heure, mais il va être couleur de feu, ou alors il va être couleur de l'eau. Enfin, tu vois, c'est ce genre de choses qui sont très absentes, en tout cas pour le bleu de la langue grecque. Un peu moins pour d'autres couleurs, mais le bleu, c'est vraiment très, très, très frappant. Effectivement, il l'avait pas encore. Fallait attendre un peu de boulot pour ça. Non, mais c'est vrai qu'on a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Tout ce qui nous paraît naturel, ça nous dépasse un petit peu. Donc, j'ai dit donc très absent au Moyen-Âge, même s'il commence à se faire une place vestimentaire, hein, importation germaine oblige, ce qui ne veut pas dire que son absence est totale partout. Il est mosaïque paléo-chrétienne parfois, il est, et là je l'ai mis en illustration, silicate de cuivre du mobilier funéraire égyptien, il sera lapis-lazuli en Iran, il commencera à être couleur de fond ou couleur du ciel carolingien, ce qui annoncera un petit peu le vitrail du 12e, et ce qui amènera à l'évolution en Occident, c'est en fait la conséquence du débat théologique de la couleur. Alors que je vais là aussi faire simple, tu m'excuseras Azat, mais je vais largement simplifier. Si la couleur est lumière, c'est-à-dire émanation de Dieu, eh bien elle doit s'imposer dans toute son étendue. Si elle est matière, c'est-à-dire proprement artifice de l'homme, eh bien il faut chasser la couleur du temple. On aura donc conséquence sur le culte, donc sur le culte et donc sur l'art du 9e au 12e siècle, et donc aussi plus tard sous la Réforme, dont on trouve selon, alors c'est encore une fois discutable, mais selon Pastoureau, on trouve déjà cette trace-là chez les cisterciens qui sont assez chromophobes et déjà presque iconoclastes pour l'auteur, pourquoi pas, peu importe. Et donc Sugère et Saint-Denis, la basilique, sont les représentants de la grâce naissante du bleu, de la lumière céleste. Qui dit lumière dit or, plus bleu, les armoiries du royaume de France qui naissent au XIIe siècle, et dont la première trace en couleur est datée d'environ 1220 à la cathédrale de Chartres, mais qui semble exister depuis Philippe Auguste en 1180. Et donc on enchaîne sur cette deuxième partie, et celle de la couleur nouvelle, et à partir du XIIe, le bleu devient aristocratique. Alors c'est une étonnante réorganisation, c'est une mutation vraiment de très grande ampleur, et cette mutation, eh bien Pastoureau choisit de l'illustrer dans ses propos par la représentation vestimentaire de la Vierge Marie. Le bleu devient attribut marial, avant l'or et finalement le blanc. Alors, je pense que vous avez enfin, pour les gens qui ont une petite éducation dans la chose, ou qui ont pu avoir du catéchisme, ou même qui vont à l'église, cette vision de la représentation de la Vierge en bleu et en blanc, ce blanc un petit peu pastel. Donc bleu marial,
bleu de Saint-Denis en plus, on l'a dit, qui se diffuse dans toutes les verrières du royaume, dans l'émail aussi, dans l'enluminure, donc on a un bleu en expansion. Et là, de couleur mariale, il devient donc couleur royale d'opposition au rouge impérial, ce qui accompagne le développement de l'azur dans l'héraldique. Donc les différentes couleurs dans l'héraldique ont des noms différents, on y reviendra, hein, mais vous avez gueule pour le rouge, sinople pour le vert, voilà. Donc on a 5% de l'héraldique qui comporte du bleu en 1200, ça grimpe à 30% en 1400, dans le sillage du roi de France, donc une couleur dynastique imitée. Alors vous m'excuserez, j'ai mis de bien civil blason de région en illustration, mais ça donne une idée. Voilà, le bleu est comme par hasard assez présent dans les terres plus proches des domaines capétiens ou qui ont eu des liens avec. Hein, je pense à Rhône-Alpes et au Dauphiné par exemple. Donc cette nouvelle vague du bleu, elle est favorisée par le progrès des teintures et de la culture de la guède, donc la guède, le célèbre pastel des teinturiers qui fera la fortune d'un certain nombre de villes. Je ne sais plus exactement lesquelles, j'irai en Picardie, je crois qu'il y a Toulouse aussi, mais alors là, vous m'excuserez les plus experts si je me trompe, mais je crois que ça fait partie des coins. Stricte séparation des couleurs aussi, puisque le teinturier de bleu, eh bien, il ne fait pas de rouge, hein, rouge auquel le bleu se voit déjà opposé, et si l'on juxtapose les couleurs, on ne mélange pas, qui est une opération antinaturelle, presque diabolique. Le violet, qui est donc le mélange, on le sait, du rouge et du bleu, il est tiré directement du rouge de la Garance, avec divers mordançages. Alors le mordançage, c'est l'utilisation, comment on pourrait dire ça, d'une substance intermédiaire pour créer un pont entre la fibre et la teinture. Voilà. L'urine, hein, par exemple, c'est un mordant assez connu. Avec le bleu, on ne mordance que très peu, d'où la séparation des métiers. Voilà, donc bref, à la fin du Moyen-Âge, le bleu, c'est devenu une belle et noble couleur. Alors l'auteur Pastoureau ne répond pas toujours sur la cause directe du changement, donc est-ce que c'est une demande, est-ce que c'est une question religieuse purement, une offre technique avec développement du pastel? Bah, rien de certain, voilà, on constate simplement qu'éclate le système ternaire blanc, noir, rouge, proto-historique. Les Corses ne perçoivent pas les couleurs, ou si, ils les perçoivent. Si, ils les perçoivent. Quand ça tire trop vers le sombre, ils ont tendance à le percevoir. Ils portent des cagoules assez noires souvent, parce que sinon ils porteraient des cagoules fuchsia et on les verrait beaucoup trop bien. Donc peut-être que les Corses, effectivement, non, t'as peut-être raison, ils voient peut-être en noir et blanc, c'est possible. À voir. À creuser. Je vais mettre Oleg sur le coup. Et donc on enchaîne avec la troisième partie, la renaissance, employons le terme dans son un petit peu grossier dans son acception la plus étendue. Et là, la couleur devient morale. Alors désir de l'époque, mais aussi conséquence de la réforme qui promeut le noir, en droite ligne de la charge symbolique associée à cette couleur, on en reparlera peut-être un jour, je ne l'ai pas encore lu, et donc mettre fin, enfin on le connaît tous, hein, ce qui est lié au noir, et donc mettre fin à l'ostentatoire, réfréner l'import d'un produit de luxe, qui est la teinture, retrouver une certaine mesure chrétienne, et bien en fait tout contribue à ce désir monochromatique. Partout, les couleurs trop riches ou trop voyantes vont devenir des interdits à ceux qui doivent affecter une certaine dignité. Les clercs, les veuves, les dignitaires, les magistrats, enfin peu importe. Et donc la prescription chromatique va devenir un marqueur social, le plus qualitatif aux riches certes, toujours, mais pas forcément le plus voyant. La couleur promue, c'est donc d'abord le noir. Le noir des riches marchands italiens à qui on va interdire le fastueux rouge par exemple, et qui vont choisir le fastueux noir, ce qui permet de maintenir l'humilité de façade tout en portant les habits les plus luxueux. Hein, on n'a pas inventé, bien entendu, ce que certains appelleraient l'hypocrisie, mais enfin c'est un petit peu plus compliqué que ça. En tout cas, ce n'est pas une invention moderne que d'affecter la modestie. Vous le voyez ici avec ce portrait de Philippe le Bon dont on a glosé sur les causes de ces éternels vêtements noirs, vous voyez aussi ce beau bleu de fond. Et donc la mode du noir devient seigneuriale ensuite et va sortir d'Italie. Et donc s'y prolonge dans cette mode-là, eh bien le vertueux noir protestant, un chromoclasme qui va in fine servir le bleu parce que ce dernier est toléré car proche dans certains tons du noir. La couleur criarde va se cantonner alors à pouvoir faire voir eh bien l'exclu, c'est-à-dire le bourreau, la prostituée,
le mendiant, le condamné, le non-chrétien, enfin voilà, on va pas parler de la rouelle tout de suite, puisqu'on abordera le jaune dans quelques temps. Donc on y reviendra quand on parlera d'autres couleurs. Toujours est-il que le bleu, eh bien, il est tout à fait absent de ce champ de l'exclusion, soit parce qu'il est considéré encore comme valorisant, soit parce qu'il est encore symboliquement trop pauvre à l'époque où se met en place le système de distinction par la couleur. Et donc, le bleu, eh bien, il voit sa structure morale renforcée puisqu'il est libre d'utilisation. Certes, la couleur chez les protestants doit sortir du temple, ce qui est une réalité, et donc avec comme effet miroir, eh bien, la contre-réforme et la promotion de la couleur, mais eh bien, et en plus de ça, le rouge, on sait qu'on a ce rouge curial de la papauté avec le bleu en opposition, mais eh bien, bleu sombre du protestantisme ou bleu flamboyant du catholique, eh bien, cette couleur arrive à trouver sa place dans les deux mondes. On le voit en peinture, je ne sais plus si Pastoureau en parle ou si c'est moi qui l'ai ressorti, c'est peut-être Pastoureau qui en parle, excusez-moi, je l'ai lu il y a assez longtemps, et je sais qu'il y a des choses que j'ai un petit peu complétées, c'est possible que Pastoureau en parle de ça, c'est la peinture catholique. J'ai peut-être pas mis forcément le bon exemple, vous voyez ce bleu là qui est assez discret en bas chez un Rubens catholique, et vous avez ce bleu de fond, alors vous voyez cette petite fille, c'est un bleu très, très pastel, très clair, mais qui est un bleu quand même, chez un Rembrandt protestant, peut-être lui aussi un maître de la luminosité, de la lumière en peinture, mais voilà, vous avez une peinture catholique, une peinture protestante, le bleu est toutefois présent dans les deux, chaque école fait place à la nuance. Et la science va s'en mêler aussi, puisque après Newton, c'est la triade finalement rouge, bleu, jaune qui devient un petit peu le primaire. La quatrième partie, chez Pastoureau, c'est celle du bleu comme couleur préférée du 18e et du 19e. Alors il y a plusieurs choses qui expliquent cette faveur en théologie, en héraldique, en morale, en symbolique, en technique et en histoire aussi, puisque en technique, eh bien, je l'ai mis en image, c'est d'abord le triomphe de l'indigotier sur la Guède. L'indigotier, alors qui est une plante aussi bien sûr, mais elle s'impose par le biais du Nouveau Monde. Elle était avant venue d'Orient et assez chère. Ici, elle vient du Nouveau Monde et elle est beaucoup moins chère grâce à la main-d'œuvre servile des esclaves, bien sûr. Et elle va supplanter la Guède européenne malgré le protectionnisme grâce à son coût devenu moindre. Et parce qu'aussi, elle est d'une certaine facilité d'utilisation. Vous plongez le tissu et vous l'exposez à l'air libre et le tour est joué. Vient ensuite, deuxième aspect technique, la découverte fortuite de mémoire, je crois que c'est pas volontaire, en 1709 du premier colorant synthétique au monde, potasse et sulfate de fer en réaction, le bleu de Prusse, qui est le premier des colorants synthétiques. Et donc cette libre utilisation et expansion de la teinture, eh bien, elle développe la couleur dans le vestimentaire, et de fait dans l'habitus, donc dans le langage, et dans la littérature, d'où l'habit bleu du jeune Werther de Goethe, pour tous ceux qui se sont infligés comme moi les souffrances du jeune Werther. On a le droit d'apprécier, moi c'est pas trop mon truc. Toujours est-il qu'on devient fleur bleue, image littéraire encore. Le bleu devient la couleur de la poésie du rêve, du rêve bleu, de la mélancolie, du blues, tout simplement, et puis de l'ivresse du... Alors je ne sais pas si dans vos régions on pouvait dire être bleu quand on était peinté. Moi c'était mon cas parce qu'on était proche de l'allemand et de l'Allemagne, et qu'en allemand on dit blau sein, voilà, donc être bleu. Le bleu évolue aussi dans son symbolisme, de l'armoirie à la cocarde, finalement, puisque c'est en France qu'il devient national, il devient militaire, il devient sportif. Le bleu, c'est un petit peu le lien continu, si l'on peut dire, avec l'armoirie royale. Et peu importe d'où vient la cocarde, ni ce que signifient les trois couleurs, qui étaient déjà à la mode pendant la Révolution américaine, on va dire en tant que miroir est presque opposé aux trois couleurs anglaises similaires du XVIIe, donc voilà, cocarde qui va déborder sur le drapeau qui est mis en place définitivement en 1794, notre bleu blanc rouge, alors avec des tons de bleu qui varient parfois selon les époques. Alors après, la thèse de l'opposition miroir aux britanniques, ça reste une thèse de Pastoureau, peu importe, à la limite, pourquoi pas. Et donc la Révolution, elle crée aussi, on le sait, le bleu militaire, donc
Qui dit militaire dit aussi bleu politique, tiré des gardes françaises royales qui importent leur uniforme dans la garde nationale. Et imposé, eh bien, il finit par prendre une espèce de dimension idéologique face au blanc royal, en tant que couleur politique. Ceci étant dit, il va être débordé petit à petit par le rouge. Il devient d'abord la couleur des républicains modérés, puis celle des conservateurs, en France comme ailleurs, coincé entre le rouge et le noir, donc le rouge de la Révolution et le noir de la réaction. Plus le bleu, le sans expérience. Oui, tout à fait. Non, mais on va y revenir après. On va y revenir après sur ce point-là, sur ta remarque. Donc voilà, malgré le bleu et rouge de 1914 sur la ligne bleue des Vosges, eh ben, c'est bien le bleu horizon qui va s'imposer ensuite dans l'armée et dans l'Assemblée nationale de 1919, la fameuse chambre bleu horizon. Et donc de l'uniforme au civil, eh bien, le bleu devient la couleur la plus portée dans l'administration, mais aussi dans la vie quotidienne, puisque bien, le capitalisme du smoking noir va faire place au blue jeans du contestataire aux cheveux longs et idées courtes, pantalon certes d'abord utilitaire de travailleur, mais bon, on parle ici de symboles et d'imaginaire. Et le bleu, eh bien, il est aujourd'hui la couleur préférée des adultes en Occident, puisque 50% des interrogés la désignent comme telle. Alors, ça n'est qu'une sensibilité collective, ça n'est qu'un instantané, mais le chiffre est stable depuis les premières enquêtes qui datent de la fin du 19e, et on verra aussi une certaine stabilité des opinions sur d'autres couleurs qui semblent quasiment figées depuis le 19e. Ce qui est intéressant, ce que Pastoureau d'ailleurs n'aborde jamais dans ce que j'ai lu pour le moment, mais où nous conduit effectivement le futur lorsqu'on considère que la plupart des opinions sur les couleurs sont figées depuis 120, 150 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est assez intéressant. Voilà ce qu'il en reste donc, couleur préférée de l'Occident, couleur du ciel, de la mer, couleur du rêve, couleur de la paix des casques bleus, couleur de l'Europe, son drapeau aussi, son anneau olympique est bleu, la couleur de l'Europe, couleur neutre aussi par défaut, assez consensuelle, assez peu transgressive, couleur chaude à la base, couleur devenue froide, couleur liquide, ce qu'on voit dans les comment dirais-je, les robinets. Le bleu est à la fois la couleur de l'eau et la couleur de l'eau froide, et donc à l'image de son évolution. La couleur la plus utilisée en peinture d'intérieur après le blanc, c'est possible. J'ai pas forcément les données, mais effectivement, c'est plus souvent une couleur d'intérieur que d'extérieur, on remarquera. C'est très étrange. La maison bleue, il n'y en a pas tant que ça. Bon, plus sérieusement, pourquoi est-ce que c'est important et qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, on me permettra de citer l'auteur pour commencer. Le présent livre n'a pas non plus la prétention de constituer une véritable histoire des couleurs dans les sociétés occidentales, seulement d'en poser quelques jalons. Alors, il faut le garder en tête. De fait, je n'ai pas forcément beaucoup de choses à dire dans cette partie. L'importance d'une telle lecture, ça me paraît limité à celle d'acquérir, on va dire, un sympathique savoir, pas forcément toujours utilisable, de très vite oublié sans doute. Après, moi j'oublie sans doute aussi beaucoup de choses très vite, trop vite, mais c'est une petite pierre dans le mur de notre culture personnelle, on va dire ça comme ça. Pas forcément une matière à grande réflexion ou édification profonde qui va transformer votre vision de l'existence humaine. Ceci étant dit, je ne dois pas forcément être plus gentil parce que Papy Pastoureau est invité chaque fois qu'il sort un livre monochrome ou mono-bestial. Alors sans douter, bien entendu, une seconde de son érudition, ça n'est pas le sujet, le livre pourra peut-être, je pense, en laisser sans doute certains sur leur faim en fonction de ce qu'ils veulent trouver. Je pense qu'il manque un peu de profondeur. C'est intéressant, mais on a l'impression de survoler sur de nombreux points. De même qu'on a quand même pas mal de répétitions. Après, gardez en tête que mon impression sur un livre de ce type qui est assez léger, ça dépend aussi des circonstances qui peuvent lui être extérieures. Parfois, vous êtes, je dis n'importe quoi, occupé au boulot, ou occupé dans votre vie familiale, vous lisez un livre comme ça qui vous passe sous la main. Parfois, il vous paraît moins bon que si vous l'avez lu au bord d'une plage en plein été, en pleine vacances.
Donc voilà, ne vous étonnez pas si parfois mon opinion change, elle ne tient pas forcément qu'au livre. Après, elle est dépendante aussi du plan qui est choisi par l'auteur, cette opinion, parce que le plan est chronologique, alors ce qui permet une vraie fluidité logique, mais comme toute chronologie, eh bien, ça force un petit peu aussi à l'arbitraire, puisque ça dresse une évolution d'où forcément on va éliminer les scories par manque de place, hein, le livre fait que 190 pages, et qui oblige aussi à des répétitions et des retours en arrière assez fréquents pour appuyer les nouveaux propos. Voir des pans, j'ai eu parfois l'impression de voir quelques pans quasiment recopiés à l'identique. Disons que voilà, c'est un choix et que Pastoureau doit faire un petit peu correspondre la couleur à la chronologie, ce qui est le plus simple pour son travail et pour notre esprit, mais c'est à la marge parfois discutable. Alors, une fois cela dit, le livre ne démérite pas pour autant. Il a déjà, à mon sens, on va dire même si ça fait 2 fois sens, mais bon, c'est le problème de l'oral, le bon sens de replacer la couleur dans un ton plus long et d'ouvrir bien le champ de la réflexion. Si l'on peut douter, ça c'est un exemple de Pastoureau, à l'inverse de ce qu'il dit, que la couleur des Ford Model T relevait purement et simplement d'un choix culturel de Ford, puisqu'on a eu, j'ai oublié de vous mettre nos fameuses gauloises, mais on a eu des Ford de T de couleur. En fait, le choix relevait surtout d'impératifs économiques et de contraintes chimiques. Eh bien, on ouvre quand même des champs de réflexion sur le développement en harmonie du capitalisme, du monde protestant et de la culture monochromatique, qui elle est bien réelle pour le coup. Donc c'est pas inintéressant non plus. La couleur, c'est bien évidemment aussi une réalité économique. À travers notre exemple en France, hein, le bleu est la couleur militaire, mais est aussi la couleur du bien cher indigo dont la Grande-Bretagne est la productrice majeure, d'où l'arrivée du rouge Garance dans l'habit de l'armée. Garance, dont la production avait été relancée en France et qui présidera à l'adoption du pantalon rouge en 1829. Parfois on se pose la question tactique et stratégique. C'est un impératif économique qui a d'abord présidé à l'adoption du pantalon rouge, totalement inadapté bien entendu aux circonstances que l'on verra en 1914. Alors le livre n'est pas forcément là pour donner toutes les clés et toutes les réponses. L'histoire d'une couleur est une forme particulière d'exercice de l'étude des habitudes et des représentations qui ne pourra peut-être pas ravir tout le monde. À partir du constat de son absence à la base, eh bien, Michel Pastoureau va dresser un tableau historique qui évolue vers la présence permanente du bleu. Mais c'est là où je reprends le bleu, le sans expérience. On aurait pu faire un état des lieux global, un catalogue. J'imagine que Wikipédia doit très bien le faire. Moi, j'ai noté ça, par exemple, en cuisine. J'ai mis exemple cuisine. Et c'est vrai que le bleu, c'est une couleur assez absente de la cuisine. Un fromage bleu, finalement, c'est un fromage qui est beaucoup plus vert que bleu. Le bleu alimentaire, c'est presque une couleur dangereuse, à part les bonbons Schtroumpf et les Mister Freeze framboises. Voilà, c'est une couleur qui est totalement artificielle. Voilà, tout est possible en la matière. Donc c'est vrai que peut-être qu'il y aura une certaine frustration à la lecture de trouver soi-même de nombreux exemples où soit qui vont dans le sens de l'auteur et dont on aurait aimé parler ou entendre parler, et soit qui vont contre son opinion. Alors j'aurais tendance à m'abstenir pour le moment de donner un avis global dans le sens où il faut que je lise les autres livres pour savoir si l'auteur a changé sa façon de procéder, s'il a affiné ses analyses, voilà, je ne peux pas le dire dans cette présentation, puisque je ne peux pas livrer dès maintenant toutes mes impressions après en avoir lu un certain nombre, ce serait tricher, et donc mon avis, c'est un peu légendaire, oui et non. C'est pas forcément la responsabilité du pantalon rouge dans des pertes humaines, c'est pas forcément les pertes humaines, c'est l'inadaptation à plusieurs plans. Si tu veux, on peut discuter, pourquoi pas, de la réalité dans les pertes humaines. Maintenant, il y a une seconde réalité, qu'elle soit économique, qu'elle soit opérative, donc stratégique, tout ce qu'on veut, c'est que toutes les, comment dirais-je, les armées impliquées dans ce conflit vont voir leur équipement évoluer et tenter d'essayer notamment d'adopter des uniformes qui soient aptes, peut-être pas forcément au camouflage, peut-être pas forcément, mais en tout cas dans un contexte de guerre notamment qui n'est plus une guerre de mouvement, d'adopter des uniformes qui soient... il fait bouc émissaire, oui, je vois ce que tu veux dire.
Bien entendu que si tu lances des vagues humaines de mecs habillés en kaki ou en rouge et bleu, ils vont se faire faucher de la même façon, bien entendu. Mais c'est pas forcément la responsabilité dans les pertes, c'est le fait qu'in fine, on est arrivés tous à la même conclusion, c'est qu'il fallait des couleurs un petit peu plus neutres dans le cadre de la guerre, et que ça n'est pas forcément responsable de la masse des pertes dans nos opérations stratégiques de l'été 14, mais qu'à terme, ça, à mon avis, ça aurait quand même représenté un vrai problème pour le soldat individuel dans des conditions de la guerre de 14-18. Je pense qu'on ne peut pas lui imputer la responsabilité de ces pertes-là. Par contre, à long terme, sur 4 ans de guerre, je pense quand même que ça aurait posé quelques petits problèmes. Hein. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, et c'était pas mon propos, hein. Je disais qu'il allait poser problème, et que c'est une réalité dont on va assez vite se rendre compte, de la même façon que on va adopter des casques différents, et sans doute qu'une certaine partie enfin même une grande partie des morts ne sont pas morts parce qu'ils n'avaient pas de casque, hein, très clairement, mais ça reste une adaptation et une amélioration tactico individualito, tactico, stratégico, voilà, tu comprends ce que je veux dire. Donc non, c'était pas mon propos. Mais je crois quand même que ça reste une idée moyenne, quoi. Voilà. De même que si on les avait fait attaquer, tu vois, en calbar ou en jean, ça aurait donné le même résultat. Hein. Par contre, bon, à long terme, faire la guerre en jean, c'est pas foufou, quoi. Pour l'amplitude de mouvement. Voilà, pour ceux qui, comme moi, ont tendance à avoir un trou à l'entrejambe au bout d'années d'utilisation. Bref. Revenons à nos moutons. Alors je sais plus trop où j'en étais, je pense que j'en étais à dire comment dirais-je, cet avis incomplet sur Pastoureau, donc très clairement je vais affiner, si on peut dire, mon analyse, ou en tout cas elle pourra être susceptible de différence, voilà, gardez bien ça en tête quand je vous livre mon impression sur le bleu, surtout qu'il a fait paraître ce livre-là bien avant les autres, donc voilà, c'est pas forcément une opinion qui va varier complètement, mais qui pourra évoluer un petit peu. Alors à titre personnel, il n'empêche que je pense que ça reste une lecture intéressante, même si elle m'a laissé un petit peu sur ma faim parfois. C'est un bel objet bien illustré, ce que l'on est en droit d'attendre aussi au vu du prix, hein, 40 € comme je vous avais dit. Alors c'est très instructif, parce que finalement la couleur en dit pas beaucoup sur notre histoire, sur l'imaginaire collectif, sur les sentiments et la société. Après, du fait de l'étendue du champ d'études, ce qui est une couleur certes, mais dans toute notre histoire, et ben voilà, j'ai été parfois intéressé par des éléments qui ne sont pas développés, trouvé que certains éléments étaient un peu trop prospectifs, que certains chapitres étaient un petit peu plus convenus, vont s'attacher à des notions un petit peu plus anecdotiques, mais il n'empêche que ça n'est pas une désagréable navigation sur la mer bleue, donc voilà. Donc voilà pour cette présentation, je vais vous remettre la couverture, voilà, comme ça on sera bien. Comme d'habitude, on finira par une phrase et une note. Je vous lis donc cette phrase de Pastoureau. Froid comme nos sociétés occidentales contemporaines, dont le bleu est à la fois l'emblème, le symbole et la couleur préférée. Voilà pour la notion philosophique, et ensuite la note, ben, j'étais obligé, vu le prix, de lui coller la note de tarif bleu sur 10, voilà. Donc c'est bon pour ce soir et pour cette présentation de l'histoire d'une couleur, du bleu en l'occurrence. Sachez que l'on reviendra ponctuellement, comme j'ai dit 2 fois par an, sur une couleur. Ça reste un exercice sympathique, et puis je me suis rendu compte que j'avais des opinions parfois éloignées sur des œuvres qui sont finalement complètement similaires, donc ça m'a permis de réfléchir sur moi-même en tant que lecteur, et pourquoi certains livres parfois m'ont plu, parfois m'ont déplu. Je me suis rendu compte, et c'est pour ça que j'en ai parlé, que ça tient aussi parfois à des moments de lecture en fait, plus qu'au contenu en lui-même, et puis peut-être au fait aussi que c'était bien le premier exercice dans la matière de Pastoureau, et qu'il y avait peut-être des choses à revoir, même si je crois que les défauts que j'ai pointés sont inhérents à l'œuvre, et en fait me dérangent de moins en moins au fil des lectures. Voilà, je crois que c'est surtout ça. J'ai ouvert le livre, pour vous dire, je me suis d'abord renseigné sur le bouquin, j'ai lu des critiques qui étaient dithyrambiques, de lecteurs comme de la presse, et donc je crois que j'étais un peu déçu à ma première lecture, et au fil du temps, je me suis adapté à ce que je savais que j'allais y trouver. Voilà, et je trouve que parfois
les critiques positives qui sont faites sont de la part notamment des lecteurs assez étranges. Il y a un côté vraiment ravi de la crèche, foi du charbonnier, qui m'a un peu interrogé, même si j'ai pu aussi voir des critiques finalement qui, sur certains points, pouvaient se rapprocher de la mienne. Je crois qu'on est tous, il y a des archétypes un peu de lecteurs et qu'on est finalement, on se retrouve parfois chez certains. Voilà. Bien écoutez, voilà pour ce soir. On se retrouve, nous sommes dimanche, donc on se retrouve mercredi, normalement pour la seconde partie de la présentation de Skyros sur la révolution industrielle. Hein. La première partie date maintenant d'assez longtemps, mais a priori c'est le programme. Vendredi, si tout se passe bien, on devrait être en mesure de lancer la première session de notre grande partie à 16 joueurs sur Europa Universalis 4, avec bien tirage au sort avant la partie des pays, donc ça risque d'être assez rigolo. Et puis dimanche prochain, qu'est-ce que je vous présente dimanche prochain? Je ne sais déjà plus. Ah oui, oulala, oui, c'est très particulier, effectivement. Dimanche prochain, on parlera de Constantinople et Byzance, mais on parlera de Constantinople et Byzance vu par Léon Blois. Un rapport assez particulier, voilà, inattendu. Constantinople et Byzance et Léon Blois, je pense que ça fait un cocktail assez étrange. Bien écoute, de rien, Azat, c'est avec plaisir. Et puis voilà, j'essaye d'orienter un petit peu peut-être les lecteurs vers la chose. Considérez bien effectivement ce que vous allez y trouver par rapport au prix que le livre coûte. Donc si vous voulez un bel objet, prenez-le au seuil en 25 par 25, hein, ça coûte quand même assez cher. Et puis si c'est simplement une petite histoire vite digérée que vous voulez, bah, prenez-le en poche. Et puis voilà, ayez bien conscience que vous aurez peut-être quelques frustrations à la lecture, même si, je peux vous dire, puisque je l'ai lu maintenant il y a un certain temps, reste quand même cette idée de fond de progression chronologique. Au moins j'ai gardé en tête que l'histoire du bleu était une histoire de l'absence vers l'omniprésence. Donc ça n'est pas forcément inintéressant, il n'en reste pas rien non plus. Voilà, donc je pense que c'est... voilà, j'essaye au-delà de la restitution de transmettre quelque chose sur l'intérêt d'une œuvre et vous faire savoir ce que vous allez y trouver avant d'y investir un certain prix. Voilà. Même si Pastoureau est un auteur très connu et j'imagine que vous n'allez pas forcément apprendre grand chose. Voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à tous bonne fin de soirée, bon début de semaine. On se retrouve normalement mercredi. Normalement ça devrait aller puisque Skyros m'a normalement confirmé la chose. Et puis bah écoutez, à bientôt. Bonne soirée, à la prochaine Azat. Salut à tous.